Donc, dans cette troisième et dernière partie là, de l'année en chimie, on aborde au chapitre 6 la vitesse de réaction chimique. Vous allez voir là, que dans le fond, c'est un chapitre qui est plutôt intuitif. Là. Il y a beaucoup de choses que vous savez déjà. Il nous reste juste à y coller des explications un peu plus scientifiques au concept là, que vous connaissez déjà à propos de la vitesse des réactions chimiques. Au cours du chapitre, dans le fond, ce qu'on va voir, là, c'est la petite liste là, que je vous ai mis là, là. On va commencer par définir ce que c'est qu'une vitesse de réaction. On va le faire dans ce vidéo-ci. On va déterminer comment trouver la vitesse d'une réaction en laboratoire, aussi vu dans ce chapitre-là. On va finalement transformer les unités dans un prochain vidéo. On va voir les différents facteurs qui influencent la vitesse d'une réaction chimique. Puis finalement, la partie un peu plus coriace du chapitre, là, ce qu'on appelle la loi d'action de masse, qui nous permet de prédire la vitesse d'une réaction chimique à partir des concentrations initiales des réactifs. Bon, premièrement, en physique, on définit la vitesse comme étant un déplacement, donc une variation de position, que vous notez S là, ou X, dépendamment des profs, là, une variation de position par unité de temps. Ce qui nous donne finalement une vitesse en mètres par seconde dans les unités internationales. On pourrait aussi là, avoir des kilomètres heure ou bien, par exemple, là, des 1000 à l'heure, peu importe. Là. Il y a différentes unités qui sont utilisées. En chimie, c'est bien sûr qu'en chimie, on ne peut pas utiliser les mêmes unités, tout simplement parce que ça n'a aucun sens. La vitesse d'une réaction chimique ne peut pas se mesurer en mètres par seconde ou en kilomètres heure, puisque dans le fond, ce qu'on a en chimie, ce n'est pas une variation de distance, mais plutôt une variation de quantité de matière. Par exemple, j'aurais une certaine là, quantité de réactifs. Donc ici, on a le nombre de moles puis le temps. Par exemple, j'aurais une certaine quantité de réactifs. Puis là, plus le temps passe, plus la quantité de réactifs diminue jusqu'à temps que soit il s'épuise complètement ou il en reste un petit peu. Donc, dans le fond, la vitesse de réaction, ça pourrait être la variation d'une quantité de réactifs par unité de temps. Ou bien, ça pourrait aussi être la variation d'une quantité de produit. Donc, par exemple, au départ, j'ai pas de produit, puis plus la réaction avance, plus la quantité de produit augmente, jusqu'à ce qu'à un moment donné, la quantité de produit ne change plus. Donc, on pourrait aussi dire que ça serait la variation d'une quantité de produit par unité de temps. Donc, la production d'un produit ou la transformation d'un réactif. Le petit signe delta ici, là, si tu te rappelles bien, là, le petit signe delta, il veut dire final moins initial. Je prends la peine de l'écrire. Initial. En tout cas. Bon. En fait, quand on va regarder ce qui se passe du côté des réactifs, ici, la quantité finale de réactifs va toujours être plus faible que la quantité initiale. Donc, en faisant final moins initial, ça va toujours nous donner un nombre négatif. C'est pour ça que dans le livre, souvent, là, quand ça va être un réactif, devant l'expression de la vitesse, on va mettre un petit moins. Parce qu'une vitesse négative, en physique, ça a du sens. Une vitesse négative en physique, ça veut dire que, par exemple, ton sujet recule. En tout cas, du moins, se déplace dans le sens contraire de ton référentiel. En chimie, une vitesse négative, ça n'a pas vraiment de sens. Fait que toutes nos vitesses vont toujours être positives. Si tu obtiens une vitesse négative, moi, je suis très à l'aise à ce que tu enlèves le moins. Par contre, dans les corrigés de ton livre, pour ne pas faire disparaître le moins, pour respecter un peu le formalisme mathématique, on va rajouter un moins devant l'équation. Fait que moins, ça s'annule, ça va donner une vitesse positive. Fait que si tu vois un moins et tu te demandes pourquoi, c'est tout simplement pour ça. Bon, alors, on va se donner un exemple. Comment on pourrait faire pour mesurer la vitesse d'une réaction chimique? Bon, prenons une réaction là, très simple là, qu'on connaît. Là, par exemple, on fait brûler une bûche. Donc, dessin de bûche. On fait brûler une bûche, puis on veut savoir à quelle vitesse la bûche brûle. Donc, en bleu ici, c'est les émanations de CO2. Donc, sommairement, là, je fais ça assez simple. Là, je dis que la réaction qui se passe, c'est bûche plus O2 qui nous donne du CO2 plus du H2O. Une réaction de combustion, hein? Fait que c'est tout des gaz.
Ici, on a un solide là. Donc, pour mesurer la vitesse de cette réaction-là, tout simplement, ce qu'on pourrait faire, on pourrait peser la balance, on pourrait peser la bûche au départ sur une balance, donc dessin de balance, puis, mettons, je sais pas moi, elle pèse 1000 grammes. Puis dans le fond, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'attendre que la bûche brûle au complet. Donc, on aurait une masse initiale de 1000 grammes, une masse finale de... quand la bûche est brûlée au complet, il ne reste plus de bûche. Donc, sa masse, 0 g. Donc, on aurait ici une variation de masse, tout simplement de 0 moins 1000. Donc, ça donnerait moins 1000 grammes. Mais on a déjà dit que les moins, on n'aimait pas ça. J'en mets pas. Donc, une variation de masse sur une variation de temps. Donc, admettons que ma bûche a pris, je sais pas moi, 1 heure pour brûler. Donc, la variation de temps ici va être de 3600 secondes. Donc ici, j'aurais 1000 grammes divisé par 3600 secondes. J'aurais qu'à faire ma division et ça me donnerait une vitesse en grammes par seconde. Donc, je le calcule, là. 1000 divisé par 3600, donc 0,28 grammes par seconde. Ça me donnerait ma vitesse. Bon. Ici, je voudrais que c'est peut-être l'exemple le plus simple. Mais si on avait voulu, on aurait pu aussi mesurer la vitesse de cette réaction-là, non pas en fonction de la bûche, mais on aurait pu mesurer aussi la vitesse en fonction, par exemple, du CO2 produit. Tout ce qu'on aurait eu besoin de faire, ça aurait été d'essayer de capter ce CO2-là ici, puis de mesurer la production de CO2. Bon. C'est sûr que dans une réaction de combustion, quand on fait brûler une bûche, ça peut être compliqué. Mais en laboratoire, quand on a la production d'un gaz, ça peut se faire d'une façon un peu plus simple. Ici, dans le fond, je viens de vous dessiner une réaction que vous avez déjà fait, une expérience que vous avez déjà fait dans le chapitre avec les gaz, où on avait fait réagir du magnésium avec de l'acide chlorhydrique, ça donnait du MgCl2, puis surtout production d'un gaz, le H2. Ici, ça aurait été simple de mesurer la vitesse en fonction du magnésium, en disant que, dans le fond, on a une variation de masse de magnésium. Donc, par exemple, on mesure la masse de cette bandelette de magnésium-là au départ. On mélange tout ça avec l'acide, on part la réaction, on part le chronomètre, c'est-à-dire. La réaction commence, on attend que tout le magnésium disparaisse, donc on a une masse initiale et une masse finale. Puis, on a une variation de temps, ça nous donne une vitesse en grammes par seconde. Je vous dirais que ça, c'est l'exemple, encore une fois, le plus facile avec un solide. Une autre façon de mesurer la vitesse de réaction, ça serait avec un gaz, qui, je vous dirais, est peut-être le deuxième plus facile. Par exemple, ici, là, dans le fond, même principe que tantôt. Pour mesurer la vitesse en fonction du H2, tout ce qu'on aurait besoin de faire, ce serait de mettre notre HCl dans une burette à gaz. Encore une fois, on remplit ça d'eau. Donc, la colonne ici, elle est pleine d'eau. On met notre HCl dans le fond. On vire tout ça de bord. Le HCl descend, entre en contact avec le magnésium, fait réagir le magnésium. Donc, les petites bulles de H2 qui sont produites montent dans la colonne. L'eau sort, ainsi que l'acide, c'est pas vraiment très grave. Puis, on a ici l'accumulation de notre H2 par déplacement d'eau. Ce qui fait que, dans le fond, ici, on est capable de mesurer la vitesse de H2 en mesurant une variation de volume. Donc, le volume initial était 0. Le volume final, c'est le volume qu'on va atteindre quand la réaction va être terminée. On mesure le temps que ça a pris de la même façon. En fait, ça va être le même temps qu'ici. Puis, on va avoir une vitesse, par exemple, ici, en millilitres de H2 par seconde. D'après vous, est-ce que les deux vitesses ici vont être égales? En fait, théoriquement, les temps vont être égaux parce que, dans le fond, c'est la même bandelette de magnésium qui réagit. Donc, la réaction commence et se termine au même moment. Par contre,
la masse du magnésium ne sera probablement pas équivalente au volume de gaz produit. Ce ne sera pas le même chiffre. Donc, non, on ne retrouvera pas la même vitesse. Mais pourtant, la vitesse de cette réaction-là, je veux dire, elle ne peut pas changer. Ça ne donnera pas le même chiffre, tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes unités. Fait que souvent, au lieu de travailler en grammes par seconde ou en millilitres par seconde, en fait, on va travailler en mol par seconde. C'est l'unité qu'on va utiliser le plus souvent. C'est pour ça qu'il va falloir éventuellement trouver une façon de convertir nos unités. On verra ça dans un prochain vidéo. Il y a une troisième façon de faire aussi pour mesurer la vitesse. Donc, on l'a fait avec un solide, avec un gaz. On aurait pu aussi le faire avec l'HCl. Par contre, là, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Bon, ici, dans le fond, pour mesurer la vitesse en fonction du HCl, ce qu'on aurait pu faire, ça aurait été... Bon, ici, on ne peut pas mesurer une variation de masse parce que notre HCl est sous phase aqueuse. Fait que, tu sais, si on met notre HCl sur la balance, ben, on ne mesure pas juste la masse du HCl, mais on mesure aussi la masse de l'eau dans laquelle est contenu le HCl. On a donc un problème. Puis cette masse d'eau va se retrouver là, ici aussi, avec le MgCl2. On ne peut pas mesurer non plus une variation de volume, puisque dans le fond, si mon HCl descend ici, poussé par le H2, ben en fait, c'est le niveau d'eau dans le bécher ici qui va monter. Donc, mon volume ne va pas vraiment varier. Donc, on ne peut pas utiliser une variation de masse, on ne peut pas utiliser une variation de volume, une variation de pression, ça n'a pas rapport, ça serait pour des gaz. Donc, le seul choix qu'on a, quand on a une substance en phase aqueuse, ça va être de mesurer une variation de concentration par unité de temps. Il est possible qu'au lieu d'un C, là, vous voyez variation de concentration comme ça ici, pour signifier que la concentration est en mol par litre. C'est la même chose. Okay. Donc, comment faire pour mesurer la variation de concentration? Ben, en fait, mon HCl, si on se rappelle, ça, c'est un acide. Donc, ça a un certain pH. Plus la réaction va se faire, plus la quantité d'acide va diminuer. Donc, plus le pH va augmenter. Donc, la façon de mesurer une concentration initiale et une concentration finale, ça va être avec un appareil qu'on appelle un pH mètre. On n'a pas encore utilisé ça cette année. Ça viendra. Donc, le pH mètre ici nous permettrait de trouver une variation de concentration. Mais, bon, on s'entend que c'est quand même beaucoup plus compliqué que de mesurer tout simplement la masse de départ et la masse finale. C'est aussi beaucoup plus compliqué que de mesurer la variation de volume de notre gaz. L'avantage, par contre, qu'on avait avec le gaz ici, puis que, ben, en fait, on n'avait pas avec le solide. Tu sais, ici, avec le solide, on avait seulement une masse initiale, une masse finale. Le volume du H2, on peut le mesurer pendant l'expérience, ce qui fait qu'on est capable de faire un graphique. Ici, avec le solide, on est simplement capable d'avoir une vitesse moyenne. Ici, avec le H2, comme on suit la progression de la réaction, on serait capable même de mesurer la vitesse instantanée de la réaction. C'est pas le genre de choses qu'on va faire, nous, en chimie cette année, mais la vitesse instantanée, c'est un concept que tu vas aborder là, en physique. Ça se mesurait exactement de la même façon en chimie. Au final, il me reste en fait une phase que je n'ai pas étudiée avec vous, c'est les substances en phase liquide. Quand on veut étudier la vitesse de réaction d'une substance en phase liquide, bon, la phase liquide, elle n'a pas de... En fait, sa concentration est constante. Hein. Un liquide, là, ça a toujours la même concentration. Par exemple, là, de l'eau, tu peux avoir de l'eau à 8 mol par litre ou de l'eau à 10 mol par litre. De l'eau, c'est de l'eau. Ça ne change pas de concentration. Fait qu'ici, on ne peut pas avoir de variation de concentration. On ne peut pas avoir une variation de pression. Parce que ben, c'est de l'eau, c'est du liquide, ça veut dire. Là. Donc, ça n'a pas de pression, c'est pas un gaz. On ne peut pas vraiment avoir une variation de volume. C'est difficile parce qu'en fait, généralement, quand un liquide va être impliqué, généralement, les substances aqueuses vont aussi être impliquées. Fait que la variation de volume, ça se peut, mais souvent, c'est compliqué. Le plus pratique, ça va être la variation de masse pour un liquide. Mais encore là, des fois, c'est difficilement applicable, surtout s'il y a des substances aqueuses ou d'autres substances liquides impliquées dans la réaction. Donc, je vous dirais, si vous avez le choix, dans une réaction chimique, de mesurer la vitesse en fonction de n'importe quelle des substances,
solide, aqueuse, aqueuse du gaz, peu importe, là. Ben, je vous dirais, s'il y a une substance qui est en phase liquide, évitez d'utiliser cette substance-là pour mesurer la vitesse de réaction. Ça va être la plus compliquée des méthodes. Ça peut se faire, mais c'est quand même compliqué. Pour vous résumer là, tout ça, en fait, vous avez au bas de la page 243 un tableau que je vous affiche là. On résume là, en fait là, ce que je viens de vous dire. Là. Donc, quand on a une substance en phase solide, le mieux c'est de mesurer sa masse, donc mesurer la vitesse en fonction de la masse. Quand on a une substance liquide, masse ou volume. Quand on a un gaz, masse, volume, pression. À la limite, on pourrait utiliser la concentration, mais ce serait difficile. Solution aqueuse, la seule solution qu'on a, c'est mesurer la concentration. Comment on fait pour mesurer masse, volume, pression et concentration? On a ça dans le tableau ici. Là. Donc, pour mesurer une variation de masse, on utilise une balance. Ça nous donne des grammes par seconde. Pour mesurer une variation de volume, il faut utiliser un cylindre gradué ou une burette à gaz. C'est ce qu'on va utiliser cette année pour mesurer la variation de volume de nos gaz. Pour mesurer une variation de pression, on utilise un manomètre. Cette année, nous, on n'utilisera pas ça. C'est quand même assez compliqué. Dans les problèmes théoriques, vous allez voir ça quelques fois, mais en laboratoire, nous, vous ne verrez pas ça. C'est quand même assez spécialisé comme méthode. Variation de concentration, ça pourrait se faire avec un pH mètre. Nous, on a ça à l'école. Un spectrophotomètre, c'est un appareil qui, en fait, là, je vous dirais, pour simplifier, là, mesure en gros la variation de couleur d'une solution. Puis, quand la couleur change, ben, la concentration change. En fond, plus une solution devient foncée, plus on sait qu'elle est concentrée. Là, je vous dis foncée, puis je vous parle de couleurs, là, mais des fois, en fait, là, c'est des couleurs qui sont même pas visibles pour l'œil humain. Un spectrophotomètre, en fait, là, c'est un appareil qui n'est pas si compliqué que ça. Là. Nous, on n'en a pas à l'école, mais au cégep, là, tu vas travailler avec ça. Là, il y en a plein. Ça nous permet donc de mesurer une variation de concentration. Tu vois, ici, j'ai toujours évité de parler du nombre de particules. Le nombre de particules, en fait, là, c'est comme je vous disais tantôt, en fait, c'est un nombre de moles. Donc, il n'y a pas d'appareil qui mesure la variation de moles. Pour mesurer le nombre de moles qui a été transformé ou produit, ben, il va toujours falloir passer par des calculs, il va toujours falloir faire la transformation d'unités. C'est ce qu'on va voir justement au prochain vidéo. Donc, vous êtes maintenant capable de faire les premiers exercices là, de la section 6.1. Je vous dirai les exercices là, 1 à 6 facilement. Vous êtes capable de les faire.